Très bien. Donc, Jean-Philippe Cam de Sonché, je vais vous présenter le Centre de ressources et de compétences sclérose latérale amyotrophique et maladie du motoneurone. Alors, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie qui appartient au spectre des maladies neurodégénératives, des maladies du vieillissement. Et la SLA touche un peu plus l'homme que la femme. Et en général, c'est l'homme aux alentours de 60 ans. Cette neurodégénérescence va aboutir à la mort des motoneurones. Pour rappel, il y a deux motoneurones, un motoneurone central au niveau du cortex moteur et un motoneurone périphérique qui se situe dans le tronc cérébral ou au niveau de la moelle épinière. Et donc, cette dégénérescence des motoneurones va aboutir malheureusement à l'installation de déficits moteurs qui pourront concerner bien les bras, les jambes, mais aussi les muscles pour parler, les muscles pour la déglutition, et puis évidemment les muscles nécessaires pour la respiration. Donc, ce que je disais, c'est effectivement qu'il y avait plusieurs formes de SLA. Les deux principales sont la SLA avec une atteinte motrice des bras ou des jambes. Ça représente à peu près 2 tiers de nos patients. Et 1 tiers de nos patients débutent leur maladie par une atteinte dite bulbaire, c'est-à-dire des troubles de la phonation et de la déglutition. Finalement, on préfère parler des SLA au pluriel que de la SLA, avec des patients qui seront différents de par leur âge de début. On a dit que c'était aux alentours de 60 ans, mais certains patients peuvent commencer leur maladie à 35 ans, 40 ans, et à l'inverse, certains patients peuvent démarrer leur SLA en étant beaucoup plus âgés. Cette SLA va différer, vous l'avez compris, en fonction du site d'atteinte squelettique ou bulbaire, en sachant qu'un patient qui a une atteinte squelettique des bras des jambes peut tout à fait présenter dans un deuxième temps une atteinte bulbaire, et qu'à l'inverse, un patient qui débutera sa maladie par des troubles de la phonation ou de la déglutition pourra tout à fait installer des troubles respiratoires ou des déficits des membres. On va parler un petit peu d'évolution de la maladie dans les diapositives qui suivent brièvement. Néanmoins, il apparaît que certains patients ont des formes agressives de la maladie qui va évoluer sur quelques mois, alors que pour d'autres, heureusement, l'évolution pourra être beaucoup plus lente. Et puis, le dernier point qui différencie un peu nos patients SLA, c'est le fait qu'il puisse exister des troubles cognitifs chez ces patients. Sans doute, c'est une assez importante fraction de nos patients SLA. Il y a des troubles dits frontaux qui peuvent parfois aller même jusqu'à un diagnostic de démence frontotemporale. Toute l'histoire de la SLA, je crois, est résumée par ce sablier avec le diktat du temps, c'est-à-dire que, premièrement, le délai du diagnostic reste très important pour cette maladie, aux alentours de 12 mois. Ce qui est très long pour une maladie dont la médiane de survie est de 36 mois, c'est-à-dire que la moitié des patients seront malheureusement décédés de leur SLA dans les 36 mois après les premiers symptômes. Donc, ce diktat du temps, c'est ce délai diagnostique qu'on s'efforce de raccourcir en communiquant le plus possible sur la maladie, mais cela reste compliqué. Combien de patients SLA? Vous voyez environ 1000 nouveaux patients en France par an, et ce qui fait grosso modo entre 8000 et 10 000 patients atteints de SLA en France, ce qui en fait une maladie rare assez fréquente malheureusement. Et pour vous donner des informations plus claires, peut-être à l'échelle du CHU, dont le bassin de recrutement est sans doute un peu inférieur au million de personnes, eh bien, nous avons en permanence une file active d'environ 150 patients atteints de SLA ou de maladie du motoneurone. J'ai ébauché déjà ces chiffres de survie de 36 mois, hein, c'est le chiffre qui revient toujours quand on parle de la SLA ou de maladie de Charcot. Et pour l'instant, les perspectives thérapeutiques restent modestes, puisque un seul traitement est disponible, qui est le Riluzole, le Rilutec, et qui, grosso modo, va pouvoir augmenter la médiane de survie de 3 mois chez nos patients SLA, ce qui reste évidemment assez faible, et ce qui est à peu près comparable à ce qu'on peut obtenir avec une chimiothérapie de deuxième ou de troisième ligne dans le cadre de l'oncologie. Donc, un traitement, mais malheureusement, d'une efficacité assez modeste.
Alors, les centres SLA, si on fait un point d'historique, eh bien, nous sommes centre de ressources et de compétences SLA depuis 2003. Et c'est Jean-Christophe Antoine qui portait le centre à cette époque-là. Et on a été finalement le premier centre Rhône-Alpes SLA avant nos collègues lyonnais et clermontois ou grenoblois. Actuellement, l'équipe pluridisciplinaire SLA est composée de différents membres que vous avez sur cette diapositive. Anne-Laure Kaminski, qui m'a rejoint il y a un an comme médecin neurologue, et moi-même pour l'équipe médicale. Une infirmière de coordination, Nathalie Dimier, une psychologue, une diététicienne, une ergothérapeute, une assistante sociale, du secrétariat dédié à la SLA et un attaché de recherche clinique, Vincent Visneux. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, tous ces personnels sont là avec des temps qui vont de 0,25 à 0,5 équivalent temps plein. Et sinon, ils sont impliqués dans différentes autres tâches au sein du CHU. On travaille en collaboration, cette équipe pluri-SLA travaille en collaboration très étroite avec les collègues pneumologues, à savoir le docteur Isabelle Courfortune et le docteur Alexandre Diaz, qui l'a rejoint il y a peu, car dans le cadre de l'atteinte motrice, je vous l'ai dit, il y a la possibilité d'installer une atteinte des muscles respiratoires et notamment du diaphragme qui participe pour l'essentiel à la respiration de nos patients. Cette équipe SLA, elle travaille au sein d'un réseau qui est plus large. Bien sûr, cette équipe SLA pluridisciplinaire, elle est chevillée au service de neurologie pour toutes les hospitalisations diagnostiques ou intercurrentes le long de la maladie. On s'appuie aussi sur le savoir d'Anne Boulanger, notre orthophoniste, puisqu'il n'y a pas d'orthophoniste au sein de la consultation pluri. Et puis, on travaille en collaboration avec de nombreux services du CHU. J'ai cité la pneumologie, mais il faut aussi citer les collègues de gastroentérologie et les collègues de radiologie qui nous aident pour la mise en place de sondes de gastrostomie chez ces patients quand les troubles de la déglutition sont tels que la perte de poids ne peut pas être compensée par l'apport de compléments alimentaires, par exemple. Et donc, ils vont nous aider à positionner des sondes chez nos patients pour pouvoir les nourrir, avec pour but d'augmenter leur confort de vie. On travaille évidemment avec l'unité de soins palliatifs en termes de fin de vie, comme vous pouvez l'imaginer, mais pas seulement, puisqu'on a pu organiser avec l'équipe de soins palliatifs des séjours de répit pour nos patients SLA, indépendamment de la fin de vie, car vous imaginez qu'au domicile, les choses peuvent être très compliquées. Et puis, on essaye de se coordonner du mieux qu'on peut avec le service d'urgence réanimation. L'idée est toujours la même, c'est que nos patients, si possible, ne soient pas hospitalisés en urgence, avec toutes les difficultés que vous connaissez dans ce secteur, et privilégier des hospitalisations directes en neurologie, mais parfois la pathologie ou l'organisation ne nous laisse pas le choix, et on va travailler avec les services de réanimation et ou des urgences. Notre équipe SLA travaille aussi avec de nombreux organismes en ville ou des structures d'accueil. Et j'ai cité ici, par exemple, l'Association des paralysés de France, qui peut coordonner des prises en charge au domicile, mais aussi les services d'hospitalisation à domicile sur Saint-Étienne et sa région. On travaille pour des répits ou des séjours de rééducation avec différents centres. Le centre mutualiste transverse au Chambon-Feugerolles, le centre Germaine Revel qui est entre Saint-Étienne et Lyon et qui peut prendre en charge des patients aussi. Et puis plus loin, il y a la possibilité d'organiser parfois des séjours de répit à l'hôpital Marin d'Andaille ou à l'hôpital de Hyères, qui dépendent des HCL et de la PHP et qui font partie du petit nombre de structures susceptibles d'accueillir nos patients pour des répits. La pièce maîtresse de la prise en charge pluridisciplinaire de nos patients au sein du centre, c'est les consultations qui se tiennent tous les mardis matins et avec un rythme qui est au mieux d'une fois tous les 3 mois pour nos patients. C'est des prises en charge en hôpital de jour qui réunissent le patient, sa famille, le neurologue référent et le reste de l'équipe, à savoir infirmières, psychologues, ergothérapeutes, diététiciennes et assistantes sociales. L'idée, c'est qu'à l'occasion d'une seule consultation, avec des soignants qui connaissent le patient, son environnement, sa famille, on puisse, à l'occasion d'une consultation qui dure au minimum 1 heure, refaire un peu le point sur les différents problèmes que peut rencontrer le patient
autour de son déficit moteur, de la phonation, de la déglutition, de la respiration, de la nutrition, hein, que le patient ne soit pas amené à répéter X fois son histoire à X patients, puisque à cette consultation, tous les soignants sont présents. Depuis la création du centre, on travaille en collaboration étroite avec l'ARSLA, qui est l'association de patients qui a mis toute son énergie pour la création de ces centres. Donc, vous voyez, on est entre les années 2000 et 2003. Et je parle évidemment en dehors de la période Covid, la possibilité à l'association d'être présent, pas rien à la consultation elle-même, mais dans un local à côté, et leur permettant de rencontrer les patients et leurs familles pour leur donner des compléments d'information ou les tenir au courant de toutes les activités au sein de la RSLA. Alors, quelques chiffres, mais je ne veux pas vous abrutir, bien sûr. Il y a eu, bien entendu, cette pandémie Covid qui a un peu impacté les choses, mais si on prend les chiffres de 2021, vous voyez que le nombre de patients SLA qui ont été vus, ça représente 128 patients. Hein, je faisais état d'une file active de 150. Certains ont des maladies motoneurones d'évolution beaucoup plus lente. Donc là, on a évidemment que les patients qui ont eu une SLA dans sa forme classique. 34 nouveaux patients, vous voyez que grosso modo, c'est entre 30 et 50 nouveaux patients par an. Ça varie, mais on est autour de ce chiffre-là. Des consultations paramédicales qui sont des consultations diététiques en petit nombre, car pour l'essentiel, tout se fait à l'occasion des hôpitaux de jour, de la consultation pluridisciplinaire. Et vous voyez, ça représente 181 passages en hôpital de jour pour ces consultations pluri. S'ajoutent quelques médications, quelques consultations médicales plus simples, une centaine, et puis avec le Covid, les téléconsultations. Et les hospitalisations complètes, ça représente 51 patients, et c'est un peu les épisodes aigus de la maladie, à savoir la mise en place d'une sonde de gastrostomie, c'est l'image en bas à gauche, pour des patients dénutris, avec pour but d'augmenter leur confort de vie. Des hospitalisations coordonnées avec nos collègues de pneumologie, pour la mise en place d'une ventilation non invasive, qu'on pourrait décrire comme une canne pour aider à respirer. C'est l'appareil qui va compléter l'ampliation thoracique et ainsi permettre une meilleure oxygénation du patient, avec un bénéfice tout à fait net sur sa fatigue, sur son confort de vie et sur sa survie. Et puis, il y a des hospitalisations plus aiguës. Alors, j'ai mis une radio de poumon pour une infection pulmonaire ou une pneumopathie de déglutition. Pour certains patients, ça peut être une embolie pulmonaire. Voilà. Il peut y avoir des hospitalisations plus sociales. Comme vous imaginez, dans une maladie invalidante comme celle-là, l'aidant est très impacté, puis l'aidant a le droit d'avoir un problème de santé. Donc, il faut parfois trouver en aigu une solution pour accueillir les patients. Et puis, bien entendu, toute la partie palliative et de fin de vie qui peut se faire à l'hôpital, même si ça ne représente qu'un tiers des patients, le reste se faisant grosso modo à la maison. Nous sommes centre référent, on fait partie de la filière maladies rares, la filière FILSLAN en l'occurrence, et on participe évidemment au protocole de recherche, qui sont de la recherche clinique ou de la recherche translationnelle, plus rarement de la recherche fondamentale. Et vous voyez, j'ai cité deux protocoles dans lequel on a décidé de mettre notre énergie pour le recrutement. Le protocole GENIAL, ce qui vise à identifier le statut génétique de nos patients SLA, car j'étais un peu vite au début, mais il y a 5 à 10 de nos patients qui ont des formes de SLA génétiques. Et puis, le protocole PULSE, qui vise à étudier sur 1000 patients à l'échelle de la France un peu les caractéristiques de nos patients SLA qui ne sont pas tous pareils, qui évoluent pas tous pareils. L'idée de mettre en évidence des phénotypes différents, c'est peut-être d'ouvrir sur des essais thérapeutiques qui ne seraient pas tous les mêmes en fonction de nos patients. Voilà, pour conclure, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie d'une extrême gravité, avec encore une fois cette médiane de survie autour de 36 mois. C'est une maladie qui peut évoluer très rapidement et à partir de là, qui demande une prise en charge coordonnée. Et il a été montré que la prise en charge dans le cadre des centres référents SLA, avec cette prise en charge coordonnée au plus près du patient et au plus près de ses plaintes et de ses déficits, peut permettre aussi d'améliorer le confort de vie et la qualité de vie de nos patients et même la survie.
Voilà, bien sûr, on se projette vers des nouvelles thérapeutiques qui peut-être vont nous arriver par l'intermédiaire des SLA génétiques avec des essais de phase 2 et de phase 3 qui sont encourageants, car pour l'instant, on est limité de ce côté-là. Voilà, et tout ce travail se fait en collaboration avec FILSLAN, la filière maladie rare autour de la SLA. Et si vous cliquez FILSLAN sur un moteur de recherche, vous pourrez accéder jusqu'à toutes les informations pratiques concernant notre centre. Et j'ai quand même mis le mail ici de la secrétaire dédiée à la pathologie dans le service et une petite photo d'équipe qui n'est pas contractuelle, mais un certain nombre d'acteurs sont toujours présents actuellement au sein de l'équipe. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention.